Chers amis de TVL, bonjour et bienvenue dans Passé Présent, votre émission historique présentée en partenariat avec la Revue d'Histoire européenne, dont le dossier actuel est la terreur, l'autre visage de la Révolution. Justement, en mars 1793, la Révolution est aux abois. La conscription imposée pour la guerre contre les puissances étrangères, les attaques contre la liberté de culte et de conscience provoquent des contestations violentes dans tout le pays. Si toutes sont réprimées avec la plus grande férocité et s'éteignent assez rapidement dans le sang, dans l'Ouest, en Vendée, en Bretagne, en Normandie, l'insurrection armée va durer plusieurs années, ou plutôt, devrais-je dire, des insurrections, car elle recouvre des réalités historiques parfois très différentes, mais souvent confondues. Il en est ainsi des Chouans et des Vendéens, de la chouannerie, voire des chouanneries. Pour y voir plus clair et appeler un chouan, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Villemain et Reynald Secher. Jacques Villemain, bonjour. Bonjour. Vous êtes diplomate et juriste, diplômé de Sciences Po et de l'ENA, et vous avez travaillé sur les questions de justice et de droit pénal international et sur les guerres de Vendée principalement. Vous avez publié 2 ouvrages aux éditions Le Cerf. En 2017, 3 ouvrages, pardon. En 2017, Vendée 1793-1794. Plus axé sur les questions de droit. En 2020, génocide en Vendée. Histoire et tout dernièrement, en décembre 2023, une histoire politique des colonnes infernales, toujours chez Le Cerf. Reynald Secher. Bonjour. Bonjour, je ne vous présente plus, vous êtes bien connu des téléspectateurs de TVL, vous êtes en effet un spécialiste reconnu des guerres de Vendée, vous avez été l'un des premiers à reprendre le terme de génocide vendéen, et vous avez soutenu 2 thèses sur le sujet, l'une en 1983, Anatomie d'un village vendéen, La Chapelle-Basse-Mer, essai sur les notions de légitimité et de légalité, l'autre en 1985, Contribution à l'étude du génocide franco-français, La Vendée vengée. Cette dernière a d'ailleurs été publiée par les presses universitaires de France, puis réédité par Perrin en 2006. Et vous avez également publié Vendée du génocide au mémoricide en 2011 aux éditions Le Cerf. Alors vous étiez venus tous les deux il y a quelques semaines nous parler du génocide vendéen. Et j'ai souhaité vous réinviter, comme je disais en introduction, pour dissiper une confusion souvent faite entre les insurgés vendéens, donc au sud de la Loire, mais vous allez sûrement me corriger, et les insurgés bretons au nord de la Loire, les fameux Chouans. Alors une première question, qu'est-ce qui différencie et rapproche la chouannerie et la Vendée insurgée? Reynald. Alors pour commencer, la distinction elle est territoriale. La Vendée concerne exclusivement une région de 10 000 km² située sur la rive gauche de la Loire et qui comprend le sud du département de la Loire inférieure, Loire-Atlantique de nos jours, le sud-ouest de l'Anjou et le nord-ouest de la province du Poitou, c'est-à-dire le nord de la Vendée et le nord-ouest des Deux-Sèvres, soit à peu près à l'époque 815 000 habitants sur une population de 28 millions d'habitants. La chouannerie, c'est dans un premier temps en tout cas, sur la rive droite de la Loire. Et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la chouannerie ne naît pas en Bretagne, elle naît dans la région de Laval, dans un tout petit village, à partir de la résistance d'un homme, Jean Cotreau, qui a dit non à un certain nombre de mesures gouvernementales, notamment la conscription. Et son surnom, à lui, comme cela se fait naturellement à l'Ouest, était Jean Chouan. Tout simplement. Alors pourquoi Jean Chouan? C'est lié au fait que on se prévenait, on se parlait à travers le cri du chouan que je peux vous faire. Chouan, voyez. Allez-y, vous en prie. Tout Vendéen apprenait ça à l'école. Et après, ce mot a été repris par la République et s'est généralisé à travers la Bretagne, puis après à travers la Normandie, et on peut même aller beaucoup plus loin, puisqu'il y a eu des chouanneries un peu partout dans le Berry, en Belgique, en Allemagne, etc. Et même lors de
à l'affaire des Cristeros, on parlait de chouannerie. Alors, qu'est-ce que la chouannerie exactement? Il y a des spécificités? Oui. On devrait parler d'ailleurs de chouannerie au pluriel. Parce que la chouannerie bretonne n'est pas la chouannerie mayonnaise, n'est pas la chouannerie belge, n'est pas la chouannerie allemande, etc. À chaque chouannerie, il y a des spécificités. Alors on va parler de la chouannerie bretonne, qui se positionne dans un contexte extrêmement précis. Il y a eu un traité d'union entre la France et le duché de Bretagne en 1532. Traité d'union et non pas de fusion. Contrairement, par exemple, à l'Anjou. Bien. Et dans le cadre de ce traité, les Bretons avaient négocié le fait de garder un certain nombre de privilèges, c'est-à-dire de lois particulières, et notamment celui de la représentation à travers un parlement et les États de Bretagne, avec leur législation et bien entendu toutes leurs coutumes, leurs usages, etc. Lorsque on a les frémissements de la Révolution, un homme va comprendre qu'il faut profiter de l'occasion pour que la Bretagne retrouve une certaine autonomie par rapport au pouvoir centralisateur du roi. C'est le marquis de la Rouarie, qui est vraiment le fondateur de la chouannerie bretonne. La chouannerie bretonne est exclusivement un mouvement monobiliaire dans sa naissance, dans son organisation. Contrairement à la Vendée, nous avons vu lors de la dernière émission à ce sujet que c'est un mouvement populaire et spontané. La chouannerie en Bretagne est un mouvement préparé, organisé, orchestré par la noblesse et notamment par des parlementaires bretons, dont le marquis de la Rouarie. Et on va mettre en place tout un système à la fois de résistance, d'organisation, etc. Malheureusement, pour ces chouans en herbe, l'histoire n'a pas évolué comme il le souhaitait, puisque les députés bretons, qui ne sont pas mandatés pour cela, vont voter la fameuse loi du 4 août 1789 avec l'abolition des privilèges et notamment l'abolition du statut spécifique de la Bretagne, puisque nous nous retrouvons dans un royaume un et indivisible. Ça veut dire qu'en une nuit, la Bretagne perd tous ses privilèges qui avaient été actés par le traité de 1532. Ces chefs bretons vont dénoncer deux choses. Un, le fait que les députés n'étaient pas mandatés pour cela. Et deuxièmement, que spontanément, naturellement, dans le cadre de cette loi, on dissout et le Parlement de la Bretagne et les États de Bretagne. Et là, ils vont entrer en résistance, mais je répète, comme c'est un mouvement organisé, orchestré par la noblesse, il va conserver cette caractéristique avec la clé de voûte qui est le marquis de la Rouarie. Quant à Jean Cottereau, lui, c'est un mouvement populaire, local. Alors l'histoire de Jean Cottereau, elle est assez connue. D'ailleurs, elle est intéressante. C'est vraiment un homme issu du peuple. Il dit non et il va fédérer autour de lui un certain nombre de compatriotes. Et ça restera pour l'essentiel un mouvement populaire. La troisième chouannerie à l'ouest, c'est la chouannerie normande, bien entendu, qui est beaucoup plus tardive, qui a été orchestrée par le marquis de Frotté et qui va connaître un certain nombre d'histoires, mais qui n'aura pas l'ampleur de la chouannerie bretonne. Bien, alors, on a parlé des différentes chouanneries. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a des différences de motivation entre la chouannerie et la Vendée ? Oui, comment dire, je pense que la caractéristique essentielle de la Vendée
est vraiment la revendication de la liberté, notamment de la liberté religieuse. Je pense que les Vendéens se sont soulevés pour rester libres. Évidemment, ça peut paraître contradictoire, mais on avait bien vu ça dans le cas de la dernière émission. Les Vendéens se sont battus pour la liberté. La chouannerie, dans sa naissance, se bat pour que la Bretagne recouvre une autonomie. Voilà. Donc c'est un acte politique. Vous revenez vraiment à l'ordre ancien. Voilà, une autonomie. Alors on ne sait pas sous quelle manière, mais c'est une réaction exclusivement, dans un premier temps, politique. Après, ça va évoluer. Mais dans un premier temps, elle est exclusivement politique. Alors, nous en parlions d'ailleurs en préparant l'émission, on parlait de contre-révolutionnaires et d'anti-révolutionnaires. C'est Jacques Villemin, je crois, qui oui, disait ça. la distinction entre les deux, les contre-révolutionnaires sont ceux qui veulent revenir à l'ancien régime. Les anti-révolutionnaires sont ceux qui ne sont pas nécessairement hostiles au nouveau, non pas au nouveau régime, mais en tout cas au nouvel état de la France. Liberté, égalité, ça ne les gêne pas. Mais par contre, la Révolution leur avait fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Et les Vendéens sont beaucoup plus anti-révolutionnaires que contre-révolutionnaires. On les a fait passer pour des contre-révolutionnaires de manière à pouvoir les délégitimer, dire qu'ils étaient contre le progrès de la France. Mais il faut bien remarquer que la Vendée ne commence qu'en mars 93. La Révolution commence en 89. Ils ne se sont pas soulevés en 89, ni en 90, ni en 91, ni en 92. Et, enfin, en 92, il y a quelques émeutes. Mais même l'exécution, enfin, la mise à mort de Louis XVI en janvier 93, il n'y a pas eu de soulèvement en Vendée. Le soulèvement de Vendée, c'est mars 93, parce que le nouvel état des choses n'a pas du tout profité aux paysans vendéens qui n'a pas pu racheter les terres des nobles, les terres des abbayes. Tout ça a été trusté par les bourgeois des villes qui, eux, sont républicains et qui, eux, pour le coup, ils ont investi de l'argent, ils veulent que ça rende. Le seigneur local, l'abbé local se contentait de ce que l'usage lui accordait. Le bourgeois des villes, lui, il veut, j'allais dire, faire sur le burnous, enfin, c'est une expression qui date de l'époque coloniale, mais enfin, lui, il veut que ça rapporte et donc il va, en fait, même intégrer les anciens droits féodaux au loyer. Ce qui fait que le paysan, en disant au paysan, mais tu paies la même chose. Bah oui, mais l'idée c'était quand même, en supprimant les droits féodaux, d'alléger la charge qu'il supportait. Or, la charge n'a pratiquement pas changé. Donc en fait, il n'est pas du tout content de ce que la Révolution a fait. Et donc, lui, il se bat au fond pas du tout contre la liberté et l'égalité. Et d'ailleurs, on verra que l'armée vendéenne est une armée dans laquelle il y a beaucoup plus d'égalité, par exemple, que dans les armées révolutionnaires qu'on leur envoie. Pas la première armée qu'on envoie contre les Vendéens, c'est le comte de Marsay. Ensuite, ce sera le duc de Biron. Alors que l'armée vendéenne, n'est-ce pas, c'est Jacques Quetelino, voiturier colporteur de son état. Et donc, chez les Chouans, militairement parlant, il y a plusieurs chouanneries, comme l'a dit Reynald. La chouannerie à laquelle on pense le plus souvent, c'est moins celle de la Rouerie, parce que l'affaire de la Rouerie a échoué. Le complot a été éventé, il a été trahi, et donc ça n'a pas réellement abouti. La chouannerie à laquelle on pense, et celle qui fait le bruit que je ne saurais pas faire, qu'a fait Reynald, en fait, elle commence au moment où la Vendée finit. C'est-à-dire que la Vendée, l'armée catholique et royale meurt à Savenay en décembre 93. Ensuite, il y a l'épisode des colonnes infernales, et c'est le moment où la Vendée meurt. La chouannerie n'est pas plus précoce que Alors, elle est plus précoce dans sa réflexion, dans sa naissance pour des raisons qu'on a indiquées tout à l'heure, mais pas dans sa manifestation. Il y a eu quelques mouvements insurrectionnels, je pense à Vannes, etc., qui ont été réprimés. Et il y a une grande différence militaire entre la Vendée et la chouannerie qui s'explique en raison de l'histoire des provinces. C'est-à-dire que la Bretagne est un pays souverain, c'est-à-dire un douché. Et la Bretagne a deux ennemis traditionnels, l'anglais et le français. Et les ducs de Bretagne ont militarisé
leur territoire, militarisé au niveau du front de mer, hein, de la côte, mais aussi militarisé à l'intérieur des terres. Ce qui fait que la marche de Bretagne, ce qui fait que la plus grande cité, par exemple, enserrée de murailles, c'est Fougères. Hein. Et sur les marches de Bretagne, vous avez comme ça une addition de forteresses, de donjons, etc. Ce qui explique d'ailleurs une partie des échecs successifs des Vendéens dans le cadre de la Vendée militaire, parce qu'ils traversent la Loire à l'est de la muraille, c'est-à-dire à l'est de cette ligne, excusez-moi l'anachronisme, de cette ligne Maginot avant l'heure. Mais chaque ville en Bretagne est un lieu de casernement. Tant et si bien que lorsque les mouvements populaires s'expriment, ils vont attaquer la ville, mais à l'intérieur de la ville, vous avez des garnisons qui tirent à vue. Contrairement à la Vendée, où il n'y a pas de grande cité, et donc il n'y a pas de répression. Vous voyez, c'est une importance fondamentale pour comprendre l'évolution du mouvement. Il y a aussi une autre différence, mais qui est d'ailleurs la transposition de ce que vient d'expliquer Raynal. La Bretagne ayant été un duché, un pays séparé, enfin en tout cas sans fusion avec le reste de la France, avec une union, la Bretagne parle breton. Et donc, que ce soit le pays gallo ou la Bretagne bretonnante, de toute façon, ça n'est pas le français. Et ce sera d'ailleurs une des difficultés que rencontreront les Vendéens quand ils vont traverser la Loire, c'est que la jonction avec les Bretons, qui était un des espoirs, notamment de celui qui a poussé à cette virée de Galerne, qui était le prince de Talmont, dont les possessions se trouvaient au nord de la Loire, Talmont espérait au fond que les Vendéens pourraient s'unir aux Bretons et que le mouvement reprendrait de la force. Et ça n'a pas marché. Les Bretons, alors à la fois parce que, comme l'a dit Raynald, ils sont passés au-delà des marches de Bretagne et donc à un endroit moins protégé. Mais en même temps parce que ça n'est pas, enfin j'allais dire c'est pas le même peuple, c'est le peuple français. Mais en tout cas, à l'époque, ils ne se comprennent tout simplement pas. Et ça, c'est que c'est une vraie différence. Et donc il n'y aura pas de jonction militaire, en tout cas en 93-94, entre la Vendée et la chouannerie. Parce qu'ensuite, les choses vont évoluer. On va revenir aux origines, donc au niveau date, vous dites c'est à la fin de la deuxième chouannerie. Oui, pour moi, c'est la première chouannerie, mais disons, la grande chouannerie va s'exprimer à la fin de l'affaire de Vendée. C'est-à-dire que la rouarie, c'est quand même avant. C'est avant. La rouarie, la rouarie, ça concerne combien de personnes? Est-ce que c'est une insurrection armée? Alors, il a monté une association qui est très poussée, très organisée, très structurée, qui réunit en fait une bonne partie de la noblesse territoriale, comment dire, pas les aristocrates. Les aristocrates ne participent pas à ce mouvement. C'est le moment d'expliquer la différence entre aristocratie et noblesse. C'est une définition donnée par Jean Meyer, je crois que c'est une bonne définition. La noblesse, c'est celle qui reste sur son territoire, qui vit communément. On le voit par exemple en Vendée. Le paysan tutoie le noble tutoie le paysan. Il y a une horizontalité naturelle. L'aristocrate, c'est le noble qui est parti à Versailles, qui est à la cour. Et c'est une très très bonne définition. Une noblesse de cour, oui. Une noblesse de cour. Et en fait, cette noblesse de cour ne va pas participer directement à l'insurrection. Et c'est très intéressant à noter, c'est que le mouvement chouan, dans sa naissance, est farouchement monarchique. Et l'expression de ça, c'est que lorsque la rouerie, qui est malade, va apprendre en lisant le journal que le roi a été exécuté, il va en mourir. C'est le choc est tellement terrible. Et là, la chouannerie va être décapitée. D'autant plus, et j'ai écrit un livre là-dessus, Le miroir à son retour, comme le disait Jacques, elle va être trahie par le meilleur ami de la rouerie, qui est le docteur Cheftel, qui va dénoncer à la fois le complot, mais aussi dénoncer les gens qui ont participé à ce complot. Et ça donnera l'arrestation de tous les leaders, excusez-moi l'anachronisme, qui seront décapités. C'est la première exécution
exécution collective par la guillotine. 12 personnes en 12 minutes. L'effroi a été tel, mais en même temps l'acceptation a été là. Et à partir de là, Danton et ses acolytes ont décidé de faire des exécutions publiques. Ce qui est intéressant, c'est que cet épisode que vient de retracer Raynal a permis une partie de la falsification de la guerre de Vendée. Parce que à Paris, on a été persuadé que le soulèvement vendéen était le fait de l'arroirie, parce que les débuts de la Vendée sont contemporains de l'arroirie. Mais la chouannerie en elle-même, elle est plus tardive. Et donc à Paris, on a été persuadé que le soulèvement vendéen qui a été subi, c'est-à-dire soudain, tout le monde s'est soulevé entre le 9 et le 15 mars, était l'effet d'un complot qui aurait été organisé par l'arroirie. Alors que les deux choses étaient, et aujourd'hui les historiens en sont d'accord, les deux choses étaient totalement indépendantes. Ce qui a fait que le soulèvement a été un soulèvement populaire et général en Vendée entre le 9 et le 15 mars 93, c'est que c'était les jours qui étaient fixés pour la conscription. Et que ce jour-là, on réunit les paysans sur la place du village pour tirer au sort ceux qui vont sac au dos à la frontière, et c'est à ce moment-là que tout explose. Les révolutionnaires parisiens qui n'y ont rien compris se sont dit, s'ils se sont tous soulevés en même temps, au fond, c'était déjà les théories du complot. Et comme il fallait trouver une origine au complot, et qu'il venait d'y avoir l'échec du projet de l'arroirie, on a essayé de le rattacher à ça. Mais en fait, il n'y avait pas de lien entre les deux. Aujourd'hui, c'est parfaitement établi. Alors, il y a une cartographie de la chouannerie, parce que c'est très important, qui a été établie par un historien qui a superposé deux cartes. La première carte, c'est la carte de la répression faite dans le cadre terrible de l'affaire des bonnets rouges par Louis XIV, qui a massacré la population, détruit des villages, décapité des clochers, etc., qui a profondément marqué les populations concernées, qui a été farouchement révolutionnaire. Et deuxième, c'est tout le pays gallo, le pays vantais, le Nord, qui n'a pas été touché par cette répression féroce, qui va être pro-monarchique. Tout à l'heure, on parlait de l'impossible union entre les deux rives. Il y avait, de part et d'autre, cette envie de s'unir. En Vendée, le mouvement de la Vendée est tardif par rapport à la conception. La conception. C'est important. Et la conception de la chouannerie bretonne est en décalage avec le mouvement populaire. Et comme c'est un mouvement nobiliaire, ils ne comprennent pas ce qui se passe en Vendée. D'ailleurs, on aura ce même problème lors du débarquement de Quiberon. Bon, on en parlera à la fin, j'imagine. Et donc, les Vendéens se retrouvent assez isolés. Et ils se disent, en fait, la meilleure solution pour retrouver notre liberté, c'est de s'emparer de Paris. Donc, on va suivre la Loire, puis on va s'apercevoir que plus on s'éloigne du territoire naturel, plus on est isolé, et ils vont faire un acte incroyable, c'est-à-dire tous les chefs vendéens vont créer un généralat qu'ils vont confier à Catilino. Bien. Catilino fait ce constat que l'isolement et l'éloignement assuraient la défaite. D'où la nécessité de s'unir, d'unir le Grand Ouest. Et pour ce faire, eh bien, il faut maîtriser la Loire. D'où l'attaque de Nantes. Mais en même temps, il y a un général extraordinaire, un général républicain, qui lui, dès le mois de mars 1793, part du principe que s'il y a l'union des deux rives, c'en est foutu, je reprends son expression, de la République. Et il va créer sur la Loire une flottille de 41 bateaux qui a deux finalités: empêcher la traversée de la Loire, rive gauche, rive droite, rive gauche, et puis dans un deuxième temps, participera activement à l'extermination de la Vendée. Ce qu'on appelle les chaloupes canonnières. Voilà. Parce qu'en fait, de bateaux, ce sont en fait des grosses barques sur lesquelles on met un canon qui est capable de tirer à mitraille et qui a deux finalités. D'une part, il faut permettre quand même d'approvisionner Paris
d'un certain nombre de denrées qui arrivent, y compris par le port de Nantes. Donc il faut tenir la Loire. Et d'autre part, il faut effectivement isoler la rive sud, la Vendée, de la rive nord, qui n'est pas encore la chouannerie, mais dans laquelle c'est pas tout à fait tranquille, et de manière à bien contrôler la chose. Alors justement, revenons peut-être préciser aussi qu'il y a des chouans comme Cadoudal qui ont participé activement à la virée de Galerne, mais aussi la République a recruté massivement des habitants, je pense à Gare par exemple, pour exterminer les Vendéens qui ont traversé la Loire. Et d'ailleurs, il en reste une trace, ce sont les fameux drapeaux en laiton sur l'église ou sur les mairies. Alors, pour revenir à la chronologie, c'est au moment où donc l'affaire vendéenne s'arrête que... Enfin, est en perte de vitesse. Oui. Que débute... la chouannerie sur le terrain. C'est-à-dire qu'elle se concrétise comment? Alors ça se concrétise. Est-ce qu'il y a des armées qui sont levées? Est-ce que ce sont juste des escarmouches avec des petits groupes? C'est en fait, dans un premier temps, une addition de nobles locaux ou de non-nobles, c'est le cas de Cadoudal, qui vont fédérer autour d'eux des gens. La Rouërie est un compagnon de Washington qui a participé à la guerre d'indépendance des États-Unis, qui a été beaucoup marqué par la guérilla. Et lorsqu'il commence à imaginer un plan insurrectionnel, il va créer des camps d'entraînement. Et à la tête de ces camps d'entraînement, il va mettre un certain nombre de militaires, de gendarmes, qui, lorsque le mouvement va être décapité, vont prendre l'initiative locale de soulever la population. Et malheureusement, c'est une addition de soulèvements qui, faute de chef, ne sera jamais globale. Donc on soulève la population avec quel motif, sous quel prétexte? Quelle est la défense du royaume de Bretagne, là, la défense des libertés bretonnes. Vous savez, c'est très dur. Tout à l'heure, Jacques en parlait. Lorsqu'on impose aux Bretons de ne parler que français, alors que ce n'est pas leur langue maternelle, et le fait de ne pas parler le français, ils deviennent hors la loi, c'est quelque chose de terrible. La conscription, c'est quelque chose de terrible. On va défendre la France qui a écrasé militairement la Bretagne, bon, etc., etc. Je prends le problème de l'impôt, puisque les États de Bretagne, dont dépendait le niveau de l'impôt, avaient négocié, réussi par la résistance féroce, têtue auprès du roi, que la fiscalité bretonne était 2 fois moindre par rapport à la fiscalité française. C'est pas mal. Et lorsque on a une fiscalité une et indivisible, ils voient l'impôt doublé. Vous voyez, c'est un certain nombre de sujets de mécontentement que nous ne retrouvons pas en Vendée. Oui, il y a vraiment une espèce de croisement, comme dans des ciseaux, entre la Bretagne et la chouannerie. C'est-à-dire que, entre la Vendée et la chouannerie. C'est-à-dire que la Vendée commence avec de grandes armées et finit en guérilla à l'époque des colonnes infernales, parce qu'à partir de décembre 93, il n'y a plus d'armée catholique royale, alors que la chouannerie commence en guérilla et au fond périra de ne pas avoir pu se coordonner de manière à former une armée. Mais là-dessus, le rôle effectivement qui a été rappelé par Reynald de la guerre d'indépendance américaine est essentiel. Le chef vendéen qui va le mieux réussir, c'est Charette, parce que Charette, lui aussi, a fait la guerre d'Amérique. Et lui aussi a une expérience même s'il l'a fait dans la marine, il sait la puissance de la guérilla, il sait qu'il n'a pas les moyens d'un choc frontal, et dès le début il s'organise. Il ne participera d'ailleurs pas à la virée de Galère, il ne participe pas aux grandes batailles, il n'est pas là à Cholet, il n'est évidemment pas là à Savenay, il n'est pas là lors de la virée de Galère. En revanche, il va durer beaucoup plus longtemps, jusqu'en 96, grâce à cette organisation en guérilla qui est celle de la chouannerie dès le début. Cadoudal aurait sans doute aimé et essayé de coordonner tout ça de manière à en faire à la fin une armée, parce qu'il aurait fallu ça. Il ne réussira jamais. Donc Vendée et chouannerie sont deux choses qui, j'allais dire, auraient dû se donner la main et n'ont jamais pu le faire. La Bretagne est un État souverain, je le rappelle toujours, jusqu'à le traité d'union. Mais
qui conserve son identité face à la monarchie centralisatrice. Et la République française va gommer tout cela, y compris le nom de la province, le nom du royaume, la Bretagne, puisqu'il est interdit de maintenir les provinces et qu'on va les couper en départements. Ça a commencé un peu avant, parce que quand Louis XIV transfère la capitale de Nantes à Rennes, puisque le Parlement est à Rennes, alors que le château des Ducs est à Nantes. Et donc il y a... Oui, mais l'identité, elle est toujours vécue, consommée naturellement par les Bretons. Et d'ailleurs, c'est ce qui se maintient toujours. Pourquoi les Parisiens aiment aller en Bretagne? Parce qu'il y a une identité forte. Alors, là, on a parlé un peu de la chouannerie bretonne. Donc, la grande chouannerie, comme vous l'appelez, débute quand la Vendée, l'affaire Vendée perd de vitesse. Qui est une addition de mouvements locaux, avec chacun leur leader. Hein, ça, c'est en Bretagne. Mais alors, est-ce que les chouanneries en Anjou, voire en Normandie, ça se passe comment? Alors, en Normandie, pas en Anjou. Comment dire, en Normandie, elle est beaucoup plus tardive, hein, avec le marquis de Frotté. Quant à la Mayenne, ça va toujours rester une addition de petits mouvements locaux. Hein. Il n'y aura pas une grande chouannerie, contrairement à ce qui s'est passé en Bretagne. Alors, on a parlé de la Ruerie, on a parlé de Cadoudal. Est-ce que donc, ce sont déjà des figures? Donc la Vendée, elle a ses grandes figures avec Charette notamment. La chouannerie, qu'est-ce qu'elle a comme grande figure? Il y a un certain nombre de grands leaders nobles. Je pense à Boisguy, par exemple, hein, donc noble. Un certain nombre de leaders qui viennent de couches moyennes. Je pense par exemple à Cadoudal, qui est un clerc de notaire, ou de simples paysans. Je pense à Rohu, par exemple, à Port-Arnel, où il y a le musée sur les guerres de l'Ouest. Donc, c'est un peu toutes les différentes strates de la population qui s'investissent dans ce mouvement. C'est-à-dire que le commencement, il est nobiliaire, et petit à petit, ça va glisser vers le peuple. Alors on peut s'étonner que des régions entières ne se soient pas insurgées. Il y a une explication partielle, je vous ai donnée tout à l'heure, mais quand on parle du Finistère, par exemple, toute l'élite du Finistère a été décapitée, c'est-à-dire le conseil départemental, parce que girondin, vous voyez. Et donc, l'État central décapite systématiquement, quand il le peut, les forces organisées de contre-pouvoir. Et il essaye de promouvoir cette idée. Alors, ensuite, dans les manuels scolaires, ça deviendra les guerres de l'Ouest, alors que, en fait, elles sont très différentes. Il est très, très surprenant de voir que dès 1794, n'est-ce pas, un Lequignot, par exemple, qui écrit son bouquin essentiellement sur la Vendée, il l'intitule « Guerre de la Vendée et des Chouans » contre la République française, alors qu'il ne parle que de la Vendée. Quand Savary, en 1824, publie tous les documents qu'il a sauvegardés, en 6 volumes, et c'est un ouvrage absolument essentiel, parce qu'il a sauvegardé un tas de documents qui ont été purgés des archives, et qui sont précisément ceux qui montrent à quel point tout ce massacre organisé de la population était bien organisé depuis Paris. Il intitule aussi son livre « Guerre de la Vendée et des Chouans contre la République française ». Alors que la Vendée et les Chouans, il y a bien une inspiration commune et un objectif semblable, qui n'est pas le même, effectivement, mais qui est semblable. Ce sont deux histoires différentes qui sont néanmoins en voisinage et qui vont finalement se rejoindre, mais alors sur la fin. C'est-à-dire vers 1799, au moment où, peut-être que Raynal voudra en parler, au moment où Bonaparte prend le pouvoir, lui c'est un politique, c'est pas un idéologue, il veut résoudre le problème de la France de l'Ouest et il veut le résoudre sur une base politique. Et du coup, il va tout résoudre en même temps et il va au fond fusionner politiquement des choses qui militairement n'avaient jamais réussi à fusionner. Ah, ça c'est très intéressant parce que l'union est effectivement tardive, 1799, et les chouanneries qui fusionnent deviennent très très fortes, si bien qu'elles vont s'emparer de toutes les grandes villes du pays gallo, Saint-Brieuc, etc. Et malheureusement, ils n'ont plus d'hommes.
Donc ils ne vont pas pouvoir rester sur place. Et puis Napoléon va négocier astucieusement. Alors qu'en Vendée, ils peuvent quasiment plus rien faire parce qu'il n'y a plus d'hommes. Et ça donnera la loi d'amnistie du 28 décembre 1799. Donc, il faut bien comprendre que les guerres de l'Ouest, ce sont ce qu'on appelle des guerres asymétriques. La guerre asymétrique, n'est-ce pas, c'est la guerre où d'un côté vous avez une armée, de l'autre vous avez une guérilla. Mais la différence entre la guerre symétrique et la guerre asymétrique, c'est que dans la guerre asymétrique, les insurgés n'ont pas pour but de gouverner le territoire, mais d'empêcher l'autre de le gouverner. Et tant qu'ils réussissent à empêcher l'autre de gouverner, c'est eux qui gagnent. Et cette guérilla est pratiquement impossible à éradiquer, justement parce que c'est une guérilla, qu'elle est ancrée dans le pays, qu'ils le connaissent parfaitement. Et du coup, il faut un règlement politique. Et c'est pour ça qu'en Vendée, c'est en 95 que la République commence à sentir qu'elle est obligée de négocier avec les Vendéens. Ce sera le traité de la Jaunais qui, pour diverses raisons, va capoter. Et qu'à la fin, la vraie paix, ce sera le concordat de 1800. Alors, avant d'en arriver à la vraie paix, moi je voudrais parler un peu des opérations militaires. Donc vous avez expliqué comment, lorsque la chouannerie se fédère, les grandes places sont occupées. Il y a un moment clé dans la révolte chouane qui est le débarquement de Quiberon. Est-ce que vous pouvez... Alors ça, il est beaucoup plus tardif. En 95, en juin-juillet 1795. L'idée, elle est très très simple. C'est une idée qui émane d'un certain nombre de leaders, excusez-moi l'anachronisme, chouans, notamment Cadoudal. Cadoudal est un homme d'exception qui s'est imposé pour deux raisons, en raison de sa carrure, et deuxièmement de son intelligence pratique. C'est un clerc de notaire, c'est un lettré, qui a été très bien formé par le collège Saint-Yves de Vannes. D'ailleurs, beaucoup de leaders du sud du département du Morbihan sont issus du même collège. Et c'est intéressant à noter. Très bien formés, ils sont très très bien formés. Et qui se dit, en fait, il faut essayer d'accélérer l'histoire. Et ils vont négocier avec le Royaume d'Angleterre le transfert d'une partie des émigrés qui sont dispersés à travers l'Europe et en Angleterre, qui débarqueraient à Quiberon. Le port a été choisi d'avance, et puis c'est un site extraordinaire pour débarquer des hommes, et auquel on joindrait 15 000 chouans, principalement du sud du département. Et en fait, tout va bien se passer, c'est-à-dire que les Anglais vont vraiment tout financer, parce que la noblesse exilée n'a pas grand moyen, et puis les chouans n'ont pas de moyens non plus. Donc c'est vraiment le Premier ministre anglais qui fait financer l'opération. Le coût est colossal. Les Anglais ne débarqueront pas. C'est une affaire vraiment franco-française, brito-bretonne. Bien. Et donc, les émigrés vont débarquer effectivement sur les plages et les chouans vont arriver. Malheureusement, les chouans vont pas s'entendre avec les émigrés, ou plus exactement, les émigrés vont pas s'entendre avec les chouans. Parce que ils sont conduits par qui, les immigrés? Dans un premier temps, c'est un ordre dispersé, il y a un certain nombre de leaders. Personne ne s'impose réellement. Du côté breton, c'est Cadoudal. Mais les émigrés n'ont pas vu que l'histoire avait évolué. Ils sont hors sol. Et eux, lorsqu'ils débarquent, ils veulent prendre d'autorité le pouvoir sur les chouans qui, eux, disent ben non, ils ne sont pas issus du terrain, ils ne savent pas comment se battre, etc. Et ils vont tergiverser. Et pendant ce temps-là, il y a le général Hoche qui est à Brest, qui comprend le danger et l'urgence de la situation. Il va faire envoyer 10 000 hommes avec des pelles et des pioches. Et ils vont faire de toutes pièces un mur de sable pour empêcher les émigrés de rentrer sur le continent. Oui, parce que c'est une presqu'île, exactement. Et donc les émigrés vont être obligés de se rendre. Là, en l'occurrence, le chef, c'est le Sombreuil, qui va prendre deux précautions. Premièrement,
progression de temps. C'est-à-dire qu'il va négocier le temps qu'un certain nombre d'émigrés puissent regagner les bateaux. Et les Anglais, là encore, jouent leur rôle. Et deuxièmement, il va négocier avec Hoche le traitement futur des prisonniers. Et Hoche s'engage à reconnaître dans ces prisonniers des prisonniers de guerre avec toutes les conséquences que cela a. Et Hoche ne va pas respecter sa parole. Et là, il va éliminer tous les prisonniers. Et là, le mouvement nobiliaire chouan disparaît définitivement. On peut tout petit désaccord avec Raynal. Est-ce que Hoche n'a pas respecté sa parole ou est-ce que les représentants en mission, moi ce serait plutôt ma thèse, l'ont obligé à appliquer la loi du 19 mars 93 qui a été d'ailleurs largement appliquée en Vendée, c'est-à-dire qu'ils sont hors la loi et par conséquent ils doivent être exécutés. Moi j'aurais plus tendance à penser que... mais moi je suis d'accord avec ça. Parce que tu dis Hoche n'a pas respecté sa parole. Mais parce que c'est lui le chef. Alors lui c'est le chef militaire, mais les représentants en mission qui sont les commissaires pour politiques... Moi, était chiracien. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Alors justement, on parlait de répression, on va moins sourire, mais est-ce que la répression fut-elle aussi féroce et de même ampleur qu'en Vendée contre la chouannerie? Alors ça, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, ce qui a sauvé la Bretagne, c'est la Vendée. C'est l'échec du système d'extermination en Vendée. En fait, l'idée de Robespierre et de tous les révolutionnaires, c'était soit on régénérait la population, soit ceux qui refusaient cette régénération devaient être éliminés. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment éliminer massivement les gens. Et c'est l'échec de la Vendée qui a fait, parce que c'était la deuxième région qui devait être éliminée, la Bretagne. Et en fait, c'est la Vendée qui sauve la Bretagne de l'extermination. Oui, Il y a eu des colonnes infernales en Bretagne. Mais avec quand même aussi cette circonstance essentielle que, entre-temps, Robespierre est tombé. Il tombe en 27 juillet 94, donc le 9 Thermidor. Or, à ce moment-là, la chouannerie a commencé depuis seulement quelques mois. Quiberon, c'est 95. On n'est pas, dire le comité de salut public, car il y en a toujours un, jusqu'à la convention jusqu'à octobre 95, qui sera donc le début du directoire. À ce moment-là, le gouvernement révolutionnaire n'est plus dans la logique qui était la logique robespierriste de 93-94. Donc il y a effectivement, et là-dessus je suis tout à fait d'accord avec Raynal, le fait qu'ils ont constaté l'échec de leur politique en Vendée et qu'ils ne vont pas refaire la même chose en Bretagne. Ajoutez à ça que Hoche va avoir également un rôle très important en Vendée et que comme lui, c'est quand même plutôt un militaire de carrière, il est absolument contre la politique d'extermination et il va mener, alors pour ça qu'on le qualifie un peu hâtivement à mon avis de pacificateur de la Vendée, je dis ça parce que il a sa statue à Versailles avec ce titre sur son piédestal. Je veux bien qu'on l'appelle pacificateur, mais au sens où Bugeaud a pacifié l'Algérie, quoi. C'est quand même une forme de... Et il a aussi sa statue, à Quiberon, qui a un traitement très spécial par la population. Oui. Mais qu'est-ce qu'on y fait, ce pauvre Hoche? C'est un urinoir. D'accord. Alors, la répression, finalement, la chouannerie s'éteint de quelle manière? Il y a des négociations, exécutions, Cadoudal est exécuté, est arrêté? Très tardivement. Oui. Tu citais Hoche. Je crois qu'il y a un autre général qui est absolument hostile à cette politique d'extermination, c'est Bonaparte, qui a refusé de servir en Vendée. On connaît tous cette histoire extraordinaire. Dans la précipitation, on envoie ses effets. Et en fait, ils vont être bloqués par les Vendéens à la Seillerais, tout près de la Chapelle-Basse-Mer d'ailleurs. Ils vont être pillés, mais
Bonaparte refuse d'aller sur le terrain parce qu'il n'est pas du tout d'accord avec le système d'extermination. Alors évidemment, il trouve un bon prétexte. Il dit, mais vous savez, moi je suis artilleur et on ne peut pas se servir d'artillerie dans le bocage, puisque l'artillerie, ça a un sens si on a un champ dégagé devant. Or, on ne peut pas se servir de canon dans les chemins creux. Mais Bonaparte est quand même très important pour l'histoire, notamment de la Vendée. On l'a un peu oublié, mais c'est lui qui va être chargé de former le tribunal qui jugera Turreau. Et il parle énormément de la Vendée. On a une centaine de pages dans les mémoires de Montholon qui a recueilli à Sainte-Hélène ce que Bonaparte avait à dire sur la Vendée. Alors, il n'y a pas réellement agi, mais il a été au courant d'un tas de choses et il dit des choses extrêmement intéressantes sur la Vendée, dont je le mentionne parce que je le cite dans mon bouquin pour expliquer que la répression en Vendée est bien un projet du Comité de salut public, et c'est précisément parce qu'il était bien au courant que c'était un projet politique qu'il ne voulait pas y participer et qu'il s'en est défilé. Ce qui montre, à contrario, à quel point Turreau est criminel. Parce que qui ne voulait pas aller servir en Vendée pouvait, en fait, s'en dispenser. Bonaparte l'a fait, Turreau n'a pas voulu le faire. Et pour revenir sur Napoléon, il ne faut pas oublier que c'est Napoléon qui a donné un certain nombre de privilèges au sens du 18e à la Vendée et qui va aussi indemniser la Vendée en 1808, 1811 et 1812. Je pense qu'il était heurté profondément par le crime d'État commis en Vendée. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi la chouannerie ou les premières chouanneries, parce qu'il faut exclure celle de 1799, s'arrête. Elle s'arrête tout naturellement. Faute de leader, parce que petit à petit, ils sont arrêtés, exécutés ou tués au combat. Faute aussi de soldats qui sont épuisés par et puis le système répressif est tel que les gens sont immobilisés. Il y a eu un travail de fait sur cette question par un grand historien breton. J'ai eu le privilège de l'avoir comme professeur d'histoire, mais François Marquer, qui a écrit sous le pseudonyme d'Erlanic, qui a fait une étude très approfondie sur cette question, notamment à partir d'un officier local, Sol de Grisol. C'est l'épuisement des populations. Et il y a une deuxième différence. Autant la Vendée est immensément riche, Autant la Bretagne n'a pas cette richesse. Hein. Et il faut coûte que coûte se nourrir et travailler le champ. Bien, alors nous arrivons à la fin de cette émission. Un dernier mot sur la mémoire de la chouannerie aujourd'hui dans les régions concernées, en Bretagne. Alors je sais que vous êtes le conservateur d'un musée qui est à Plouarnel. Qui est unique. C'est incroyable. Et sinon, dans les villages, est-ce qu'il y a comme en Vendée, est-ce qu'il y a une mémoire très faible. Il y a des associations qui, bien entendu, travaillent dans le sens de la conservation de la mémoire, comme d'ailleurs en Mayenne avec les frères Rousseau. Il y a quelques associations, il y a quelques éléments de souvenirs, ici et là, des statues, des vitraux, etc. Mais par rapport à la Vendée, le traumatisme n'est pas il y a des monuments funéraires aussi. Hein. Je pense par exemple à tous les monuments qui ont été construits à partir du grand massacre de Quiberon, dont on a la liste au sein du musée. Et on a fait une crypte dans laquelle est conservés les ossements des fusillés de Quiberon, dans la grande chartreuse d'Auray. On peut la voir. Et donc le musée de Plouarnel, je rappelle pour nos téléspectateurs, donc Plouarnel c'est vraiment juste à l'entrée de la presqu'île de Quiberon. On mettra les coordonnées en incrustation. Et sinon, les éditions Rénal Séchère aussi diffusaient des bandes dessinées. Oui, parce que je trouve qu'il y a une injustice en la matière.
J'ai voulu effectivement publier une bande dessinée sur la Chouannerie, comme j'ai fait sur la Vendée, pour la faire connaître au plus grand nombre. Il manquerait évidemment la création d'un grand spectacle comme Philippe de Villiers a fait au Puy du Fou, mais bon, tout ça, ça demande du temps, de l'argent, de l'énergie. Et un Philippe de Villiers. Breton. Merci messieurs. Vous allez maintenant retrouver Christopher Lannes et sa petite histoire. Vous n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Quand on pense à la bataille de Normandie en 1944, on pense d'abord à... ou encore... et même... Quoi ? Mais à ça, on y pense rarement. Et pourtant, c'est bien là l'envers du décor, à supposer qu'il y ait encore un décor. Vous le savez, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, les Américains déclenchent l'opération Overlord. En 6 jours sont débarqués 620 000 soldats, 95 000 véhicules et 220 000 tonnes de matériel. Ah ouais, quand même. Contrairement à ce qu'on a souvent dit, la bataille de Normandie ne fut pas pour les Yankees une petite promenade de santé. Face à eux, une farouche résistance allemande qui induit une progression lente. Et pour aller plus vite, selon la doctrine de l'époque, il faut intensifier les bombardements, encager le champ de bataille selon l'expression de l'historien Eddie Florentin. D'après les Américains, il fallait créer des roadblocks à chaque grand carrefour situé en plein cœur des villes pour ralentir l'arrivée des renforts allemands. Et que trouve-t-on sur ces roadblocks ? Des grands carrefours. Où sont situés les grands carrefours ? Dans les villes. Et que trouve-t-on dans les villes ? Des civils. Sauf que pour les Alliés, et surtout pour les Américains, la France est un pays occupé et donc un territoire ennemi. Donc vous imaginez bien, on s'embarrasse peu des civils. Ainsi, du 5 juin jusqu'à la fin de la bataille de Normandie, fin août, des millions de bombes vont être déversées avec des conséquences dramatiques pour les habitants. Pour ne rien arranger, le jour du débarquement, les avions américains, gênés par les nuages et surtout de peur de bombarder leurs propres hommes, ne bombardent pas la ligne de côte mais les fermes environnantes, dans le plus grand des calmes. Les civils sont donc les principales cibles de cette stratégie de bourrin à l'anglo-saxonne. J'ai toujours dit que c'était des bourrins, toujours. C'est la ville de Caen qui va subir le bombardement le plus intense et le plus meurtrier. Du 6 juin au 19 juillet, les bombardements alliés font plus de 3000 victimes, 15 000 même selon certains, soit plus de 3,5% de la population. Le Havre est la deuxième grande cité martyre de cette guerre, avec des bombardements du 5 au 11 septembre qui font plus de 2000 victimes. Et les bombardements ne visent pas que les grandes villes. Dans le petit village d'Évrecy, près de Caen, 130 habitants sont tués sur les 400 du village, soit un tiers de la population. En tout, la Basse-Normandie enregistre dans ces 3 départements plus de 14 000 morts. 8 000 dans le Calvados, 4 000 dans la Manche et 2 000 dans l'Orne. En Haute-Normandie, surtout au Havre, à Évreux et à Rouen, on enregistre plus de 5 000 morts, soit au total pour toute la Normandie, plus de 20 000 tués sous les bombes alliées.
sans compter les blessés. C'est un chiffre énorme comparé aux 37 000 soldats alliés et aux 80 000 soldats allemands qui ont été tués durant cette bataille. Vous vous en doutez bien, les victimes sont majoritairement des citadins car les villes sont visées par les bombes, mais pas que, on trouve également des paysans car en plus de ces bombardements, les avions alliés mitraillent les routes. À Train, le 12 juin, le docteur Fouassier est tué sur la route alors qu'il allait visiter un malade. De même pour le conseiller général Longuet des 10 guerres, fauché alors qu'il transportait des réfugiés. Ah ça c'est la frappe chirurgicale à l'américaine, hein. On l'a vu en Irak d'ailleurs. Dans les villes, c'est l'apocalypse. Écoutez ce témoignage de René Streff, maître d'internat au lycée Malherbe de Caen. Des cris, des râles sortent de dessous les décombres. À l'hospice Saint-Jean, une jeune fille est vivante sous une énorme pierre que nous n'arrivons pas à soulever. Le corps d'une autre jeune femme, affreusement mutilée, gît sur le pavé, les jambes coupées et la tête arrachée. Un peu plus loin, c'est une petite fille blonde qui frappe notre attention. Inerte, les bras en croix, son tronc a été sectionné en deux par un éclat. Une mare de sang baigne ses cheveux. Conformément à la stratégie américaine, qui fut également celle des Anglais et de Churchill, comme du maréchal Arthur Harris, surnommé Butcher Harris, Harris le boucher, on cherche à raser des zones entières pour pulvériser l'ennemi sous un déluge de feu. Des villes entières sont rasées sous les bombes. Saint-Lô à 77%, Falaise à 76%, Le Havre 86%. En 18 jours, 600 000 obus s'abattent sur la ville de Caen qui est détruite à 75%. Dans ce chaos plane, selon les mots de Christophe Beauduf, enivrante et horrible, l'odeur inoubliable de la mort, la senteur fade du charnier et des chairs brûlées qui, par endroits, s'accrocha pendant plusieurs mois aux ruines de Caen. Pour lui, incontestablement, le marteau allié est bien plus destructeur que l'enclume allemande. Pour l'historien Henri Amouroux, l'aviation alliée, sauvagement, a ravagé, incendié et tué. Tué des hommes, des femmes, des enfants, dont souvent on ne retrouve que des lambeaux impossibles à identifier. Il existe également des corps que nul ne réclame, soit parce que la famille tout entière a péri, soit encore parce que les survivants ont fui aussi loin qu'ils pouvaient fuir. Joyeux aujourd'hui. En parallèle de cette tragédie, on assiste à un exil massif des citadins, accueillis par dizaines dans les campagnes par les paysans. Vient donc le moment de s'interroger sur la nécessité d'une telle boucherie. Aujourd'hui encore, la stratégie alliée de bombardement intensif soulève de nombreuses questions, la plus grave étant, y a-t-il eu une intention homicide? Officiellement, non. D'ailleurs, le 6 juin 1944, des avions alliés déversent sur les zones ciblées des milliers de tracts signés d'Eisenhower où on peut lire « N'encombrez pas les routes, dispersez-vous dans la campagne autant que possible, partez sur le champ, vous n'avez pas une minute à perdre ». Là, c'est quand même différent des bombardements de terreur qui étaient imposés au peuple allemand, par exemple. Le 12 octobre 1942, déjà, une directive de la RAF précise que toute attaque en territoire neutre et ennemi doit être conduite avec le souci raisonnable d'éviter les pertes civiles indues. Sauf que dans l'esprit des Alliés, comme on l'a dit, la Normandie est considérée comme un territoire occupé et donc comme un territoire ennemi. D'autant que les Alliés se méfient des Français et particulièrement des Normands. Donc certes, il n'y a pas d'intention homicide officielle, mais il convient de s'interroger tout de même sur la nécessité et la pertinence de cette stratégie. Par exemple, pour Max Hastings, le bombardement de Caen est l'une des attaques les plus futiles de la guerre. Tout comme Le Havre d'ailleurs. Alors certes, ce sont des axes routiers importants, mais de l'aveu même des Allemands, ces bombardements ont gêné leur mouvement, mais sans les empêcher. Et bon, ça c'est l'esprit américain, ça ralentit, on bourrine. Faudrait peut-être vous interroger aussi. Si ça ralentit, c'est peut-être pas qu'il faut bombarder à tour de bras, c'est peut-être juste que vos soldats sont nuls. Faut creuser là-dessus, à mon avis. En 97, l'université de Caen a d'ailleurs publié un document dans lequel elle s'interroge sur la nécessité et la finalité d'une opération au coût matériel et humain si lourd. Écoutez ce témoignage d'un témoin, oui c'est un témoin qui témoigne, cité par Christophe Beauduf. Au moins les civils allemands bombardés pouvaient-ils, lorsqu'ils survivaient, comprendre qu'il s'agissait là de faits de guerre perpétrés par une armée hostile. Eux pouvaient trouver un bouc émissaire à leur malheur et tourner leur poing vers le ciel en criant leur rancœur ou leur haine. Nous autres, Normands, n'avions même plus le ciel contre qui nous tourner. Au final, de 40 à 45 sur la totalité du territoire français, 600 000 tonnes de bombes anglo-américaines ont été déversées, 70 000 Français tués,
90 000 bâtiments détruits. Ah, si c'est ça la libération, moi ça va, hein. Je préfère m'habituer à la choucroute. Hein. Plus sérieusement, bien sûr, on va pas regretter l'occupation allemande, bien entendu, mais bon, avec des alliés comme ça, on va pas bien loin. Puis d'ailleurs, on le voit, on n'a pas été bien loin. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Petite Histoire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, mais avant de vous quitter, j'aimerais vous informer d'une chose. Je sais que sur YouTube, c'est un peu la mode de faire des FAQ quand on a un certain nombre d'abonnés pour que la personne qui fait sa vidéo puisse répondre aux téléspectateurs et interagir avec eux. Alors moi, j'ai pas envie de consacrer un épisode entier à faire une FAQ, ça n'aurait pas vraiment de sens sur TV Liberté. Ce que je me propose donc de faire, c'est, quand vous avez des remarques et que vous les publiez en commentaire de mes vidéos, de temps en temps, voire toutes les semaines si possible, quand il y a des questions pertinentes, moi j'en prends une et à la fin de chaque épisode, je traite une question, je réponds à une interrogation qu'on me fait, que ce soit sur la manière dont je travaille, sur les livres que j'utilise, les documents que j'utilise, ou même sur un sujet précis que j'aurais abordé dans l'émission. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dès maintenant, dans les commentaires de cette vidéo. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.